Donc bonjour à tous. Donc je me présente, Christophe Piscard, je suis également chercheur au CNRS, donc écologue plutôt, spécialiste en écologie aquatique. Donc je travaille au sein de l'UMR Ecobio de l'Université de Rennes. Donc Laurent m'a demandé de présenter quelque chose concernant des problèmes de variabilité spatiale et temporelle dans la réponse des écosystèmes aquatiques à une perturbation. Alors pour un peu illustrer la complexité finalement des processus qui vont rentrer en compte dans la réponse des écosystèmes à ces perturbations, j'ai choisi un exemple d'assèchement de zones humides parafluviales. C'est des études qui ont été réalisées sur l'Ain et le Rhône il y a maintenant 3-4 ans. Alors, juste un petit rappel sur le fonctionnement un petit peu de ces zones humides parafluviales. Donc elles sont en connexion avec un fleuve ou une rivière. Elles sont en connexion de manière quasi permanente. Et toutes ces connexions, on va en avoir trois types. On va avoir des connexions longitudinales, amont-aval. On va avoir des connexions plutôt latérales entre donc, la rivière et ces zones humides. Mais on va également aussi avoir des connexions verticales, comme illustré ici, entre ces zones humides et la nappe phréatique ou les eaux souterraines, quelles qu'elles soient. Donc finalement, toutes ces connexions vont être régulées par l'hydrologie et donc on va avoir une variabilité, bon, on en a eu pas mal d'illustrations jusqu'à maintenant, spatiale et temporelle. Donc on va avoir par exemple des connexions directes en période de crue ou de haute eau et au contraire en période de basse eau, on va avoir des connexions par exemple latérales qui vont être extrêmement réduites et limitées la plupart du temps à des écoulements souterrains par le milieu interstitiel. Donc ça, c'est pour vous reposer un petit peu le contexte. Donc dans le cadre de nos travaux, nous allons travailler sur l'assèchement de ces zones humides. Alors pourquoi l'assèchement? On va dire c'est peut-être pas un phénomène qui paraît comme ça de premier abord important en France. On s'attend à, enfin on imagine bien que dans le sud de la France, ça sera des problèmes qui seront plus conséquents. Mais finalement, quand on regarde cette carte ici, on voit que les rivières ou les zones intermittentes qui sont plutôt de couleur claire ou rouge, finalement sont extrêmement bien présentes en Bretagne. Et je dirais même que la Bretagne est quasiment la première région de France en termes de rivières temporaires. Donc ça va peut-être en surprendre un certain nombre d'entre vous, même si beaucoup peut-être des gens du sud Bretagne du côté, ou de Loire-Atlantique ont peut-être plus conscience de ce phénomène. Environ 30% des rivières bretonnes, du linéaire de cours d'eau breton, est potentiellement sensible à ces assèchements, ou en tout cas des variations fortes de hauteur d'eau. Et ce phénomène, bien sûr, enfin on s'attend à ce que ce phénomène s'accentue à l'avenir du fait des changements climatiques qui sont prédits, avec des assèchements qui seront de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses en termes de durée notamment d'assèchement. Donc nous avons initié nos travaux sur ces zones humides pour travailler un petit peu autour de ces questions et voir comment les écosystèmes aquatiques allaient répondre finalement à ces assèchements. Alors il s'agit essentiellement d'assèchements partiels, comme illustré sur cette photo-là. On ne va pas jusqu'à l'absence complètement d'eau dans nos systèmes. Donc on a choisi de travailler sur ces zones humides parafluviales puisque en fait elles vont être, c'est un bon modèle d'étude. Donc là on est sur le Rhône et l'Ain, qui est un des principaux affluents du Rhône, donc en amont de la ville de Lyon. On va avoir ces zones humides qui vont être réparties, qui correspondent la plupart du temps à des paléochenaux du Rhône ou de l'Ain, donc des anciens méandres, plus ou moins connectés encore au cours d'eau. Et on va avoir la chance, de par cette structure, d'avoir différents cas de figure possibles. On va avoir des zones humides qui sont permanentes, donc le niveau d'eau ne varie pas ou très peu au cours de l'année. Donc en général, ce sont des zones humides qui sont proches de la rivière, donc très fortement connectées à celle-ci. Et plus on s'éloigne du cours d'eau, et plus on va avoir un assèchement ou une variation importante du débit, notamment estival bien sûr. Donc on va avoir des zones qui vont s'assécher partiellement. Et si on s'éloigne encore plus du cours d'eau, on peut aller jusqu'à des assèchements complets en période estivale. Donc là, la zone humide est complètement sèche. Donc sur ce gradient, nous avons regardé un petit peu comment allaient répondre les écosystèmes aquatiques. Et alors je vous illustre ça. L'objet de la présentation n'est pas de passer beaucoup de temps là-dessus. Donc j'ai juste pris un exemple
avec les microcrustacés. Donc là, vous avez des cladocères, hein, des daphnies pour ceux qui connaissent. Donc on va avoir un assemblage d'espèces qui, donc avec chaque espèce avec des proportions variables, avant assèchement. Et durant l'assèchement, cet assemblage va complètement être bouleversé. Vous voyez que les espèces en bleu qui étaient largement dominantes avant assèchement, finalement, deviennent extrêmement minoritaires. Et on a même l'apparition de nouvelles espèces, là on en a eu 2, qui n'étaient pas présentes avant l'assèchement et qui apparaissent uniquement pendant l'assèchement. Donc ce sont des espèces qui vont être spécialisées dans ces milieux un petit peu temporaires. Donc on va passer finalement d'une communauté d'invertébrés caractéristiques des eaux froides, calmes, typiques des bras morts et de ces zones humides. Et pendant l'assèchement, on va avoir un basculement des communautés vers une communauté plutôt représentative d'eau chaude, peu profonde et eutrophe. Donc ça, tous ces mécanismes de réponse des communautés aux assèchements, bien sûr, vont être dépendants de tout un tas de stratégies des espèces. On va avoir des stratégies de résistance ou de résilience. Alors ces stratégies, elles sont extrêmement diverses. Ça peut être l'enfouissement. Donc vous avez certaines espèces qui vont s'enfouir pour échapper aux conditions qui deviennent néfastes à la surface. Elles vont pénétrer dans le sédiment pour se réfugier dans des zones un peu moins chaudes, par exemple. Et avec de l'eau, une hygrométrie qui reste importante. Donc vous avez certaines espèces qui vont s'enfouir. D'autres espèces vont accélérer leur phase d'émergence. Donc c'est le cas notamment des larves d'insectes qui ont des adultes aériens. On peut avoir une émergence massive d'adultes au printemps, juste avant l'assèchement. Dès que le niveau d'eau baisse, ces adultes émergent de manière importante pour échapper à cet assèchement. Alors, on a aussi des formes de résistance, donc ce sont des espèces qui vont s'enfermer dans des cocons, dans des logettes faites avec des boules d'argile ou alors sous forme d'œufs. Là, je vous ai pris les exemples, alors les branchiopodes. On sait que certaines espèces peuvent rester 100-150 ans sans eau et il suffit de mettre de l'eau et ça redonne un individu sans problème. Donc on a tout un tas de stratégies de résistance à ces perturbations. Et finalement, après, on a aussi des stratégies de tolérance aux facteurs environnementaux, puisqu'associé à cette réduction du niveau d'eau, on va avoir tout un tas de bouleversements physico-chimiques de l'eau. L'eau va se réchauffer, donc on va avoir moins d'oxygène, puisque la dissolution de l'oxygène est corrélée à la température. Donc des eaux plus chaudes, moins oxygénées, et tout un tas de molécules. Les nitrates vont commencer à donner de l'ammonium et de l'ammoniac, donc avec tout un tas de présence de polluants et de toxiques potentiels qui vont émerger pendant cette phase d'assèchement. Et là aussi, on va avoir tout un panel de tolérance plus ou moins importante à ces variations environnementales. Alors là où je voulais en venir, pour revenir un petit peu sur les aspects géomorphologiques, finalement, un des plus importants résultats que l'on a pu avoir au cours de ces travaux, c'est de voir l'effet de la géomorphologie sur l'impact que pouvaient avoir ces assèchements sur les écosystèmes. Donc finalement, on a 3 grandes catégories d'assèchement. On va avoir la première catégorie, donc des eaux courantes. En fait, ce sont des bras morts qui sont connectés de manière directe au cours d'eau et qui vont être alimentés exclusivement par cette connexion au cours d'eau. Et donc, le niveau d'eau va baisser, mais on va continuer à avoir un petit filet d'eau qui circule. On va avoir au contraire des zones humides qui vont complètement être déconnectées du cours d'eau pendant l'assèchement, mais qui vont former des vasques. Ces vasques pouvant être soit reliées à des alimentations souterraines, donc c'est le cas de la figure du milieu. Donc là, en fait, c'est les eaux souterraines qui vont permettre, c'est le niveau piézométrique, le niveau d'eau des nappes phréatiques qui va maintenir de l'eau dans ces systèmes, selon le principe des vases communicants. Et on va aussi avoir d'un autre côté, donc c'est le dernier cas de figure, des zones qui vont former des vasques isolées, mais qui elles ne vont pas être, très peu, être en connexion avec les eaux souterraines. Donc en fonction de cette géomorphologie, finalement la réponse va être extrêmement différente des écosystèmes. Dans les zones où on va avoir des eaux courantes qui restent en connexion avec le cours d'eau, avec un petit filet d'eau qui circule, finalement on va maintenir une bonne connectivité, que ce soit une connectivité longitudinale, une connectivité latérale, voire même une connectivité verticale. Donc on a peu d'altération des connectivités. Par contre, on va avoir une altération des conditions physico-chimiques qui est relativement importante et qui va être proportionnelle à l'intensité de l'assèchement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure,
c'est l'augmentation de la température, la diminution de l'oxygène, etc. Lorsque l'on prend une vasque qui est alimentée en eau souterraine, la réponse des écosystèmes va être complètement différente. Donc, puisque l'on va avoir une rupture de certaines conductivités, on a une vasque isolée, donc on n'a plus de connexion longitudinale avec le cours d'eau. On a une connexion latérale qui est extrêmement faible, puisque le cours d'eau ne déborde plus pour alimenter cette zone humide. Par contre, on va maintenir, puisque ces zones humides sont caractérisées par des alimentations souterraines, on va maintenir une connectivité avec ces eaux souterraines. Dans ce cas de figure, puisqu'on a une connectivité avec ces eaux souterraines qui, elles, vont être thermiquement tamponnées, par exemple, on va avoir finalement quasiment pas de modification des conditions physico-chimiques. La température bouge très peu, l'oxygénation du coup reste relativement bonne, puisqu'on a des eaux tamponnées qui arrivent par le sol. Et finalement, dans le dernier cas de figure, là on va avoir des mouilles isolées, on va avoir une rupture complète de toutes les connectivités, aussi bien latérale, longitudinale que verticale. Alors pourquoi on a une rupture aussi des connectivités verticales dans ces milieux-là? C'est que déjà les apports souterrains sont très faibles de par la texture du sédiment. Mais en plus, ces milieux-là, ça va devenir des bouillons de culture. La température va extrêmement chauffer, donc on va avoir un développement de biofilms microbiens important qui va venir colmater finalement. On va avoir un colmatage biologique du fond de ces zones qui va entraîner la rupture de continuité. Donc là, on n'a plus d'alimentation par des eaux souterraines et donc les conditions physico-chimiques vont devenir extrêmement perturbantes avec une température très importante, peu d'oxygène et la présence de polluants plus toxiques. Alors, pour vous illustrer ça, je vous ai représenté juste la température. Donc, dans ces trois systèmes, donc les eaux courantes en vert, en bleu, les alimentations souterraines et les mouilles isolées en rouge. Et vous voyez, sur ces suivis de température, donc ici, on a la température moyenne de ces zones humides pendant la période d'assèchement. Alors, il se trouve que là, c'était une année, on a parlé de variabilité interannuelle, c'est une année exceptionnelle. On a eu la chance, entre guillemets, de commencer cette étude en 2010 en pleine canicule où on avait un épisode caniculaire dès le mois de mars, donc avril, donc dans la région Rhône-Alpes, ça a été assez pratique, ce qui explique aussi les températures extrêmes que l'on peut voir, puisque ce graphique de droite, ce sont les températures maximales recensées. Donc ce que l'on voit, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les zones humides alimentées par les eaux souterraines ont un cycle de température des températures plus basses. Alors il y a toujours un cycle annuel, saisonnier, entre l'hiver et l'été, forcément il peut y avoir des variations dans ces systèmes. Par contre, ces variations sont beaucoup plus faibles que celles obtenues dans les zones où on a une eau courante mais avec un faible hauteur d'eau et donc un réchauffement de ces eaux. Et le cas extrême étant la formation de vasques isolées où là la température fluctue énormément en fonction de la température journalière. Le matin, la température peut être relativement fraîche, mais dans la journée, elle va complètement suivre la température de l'air, puisque c'est celle-ci qui va contrôler la température de l'eau dans ces systèmes. Et les extrêmes de température sont encore plus fortes, avec des températures qui peuvent dépasser 30-35 degrés dans ces systèmes, au cours de la période d'assèchement. Alors, on a regardé un petit peu aussi comment aller... finalement, je vous ai dit que ces types de géomorphologie allaient contrôler la réponse des écosystèmes à l'assèchement. Enfin, ça contrôle déjà les conditions d'habitat pendant l'assèchement, et ça va également contrôler les mécanismes de résilience des communautés, de restauration des communautés. Donc là, on a fait des suivis de communautés avant, pendant et après assèchement. Donc c'est ce que vous avez, T1 c'est avant, T2 pendant l'assèchement et T3 c'est 2 mois après le retour en eau de ces zones humides. Alors là, je vous présente, ces analyses sont un petit peu compliquées, on ne va pas rentrer dans le détail analytique, mais c'est les communautés bactériennes et fongiques, donc les champignons et bactéries de ces zones humides. Finalement, ce que l'on s'aperçoit, c'est que dans le système d'eau courante, on a une trajectoire qui est complètement différente, c'est-à-dire que la communauté passe de T1, une communauté à l'instant T1, à une communauté pendant l'assèchement T2 différente, ça c'est attendu, mais à T3, après le retour en eau, la communauté ne revient pas à son état initial. On ne retourne pas vers T1, on dérive vers une trajectoire qui est complètement différente de celle de départ. Alors que dans les zones où on a une alimentation souterraine, ou dans les zones formant des mouilles isolées, finalement, on a une bonne résilience des communautés. Vous voyez que T1, donc on passe de T1 à T2, c'est l'effet de l'assèchement, mais après l'assèchement, on retourne à un état
plus ou moins similaire de l'état d'avant l'assèchement. Donc ça, c'est pour les communautés microbiennes, et donc on voit bien que leur réponse va dépendre de la modalité d'assèchement. Là, je vous ai mis la même chose pour les communautés les assemblages de crustacés. Alors pourquoi les crustacés? Les crustacés, ils ont un cycle permanent dans l'eau, contrairement aux insectes qui, eux, peuvent émerger. Donc ils sont plus sensibles en théorie aux assèchements parce qu'ils n'ont pas peu de moyens d'échapper à ces assèchements. Donc là, on voit que alors, les analyses sont un petit peu moins bonnes. Juste pour vous dire que finalement, dans les deux premières modalités, on n'a pas de retour à l'état initial. Donc comme pour tout à l'heure les eaux courantes et les micro-organismes, on a une modification de trajectoire et une modification de ces communautés. Par contre, on va avoir un retour à l'état initial dans les zones finalement des mouilles isolées. Donc, alors, je vous ai dit, c'est un peu contre-intuitif, puisque je vous ai dit que c'était les zones qui étaient les plus sensibles à la perturbation d'un point de vue habitat. Mais finalement, la réponse des invertébrés est meilleure dans ces zones-là par rapport aux autres systèmes. Enfin, en tout cas pour les crustacés. Alors, ça, c'est pour la variabilité en fonction du type géomorphologique et des modalités d'assèchement. On a aussi également suivi la trajectoire à long terme, puisque ces milieux en fait s'assèchent de manière annuelle. Alors c'est lié en grande partie aux pratiques agricoles où on a une irrigation de plaines de maïs dans le secteur qui fait baisser le niveau de la nappe de la nappe phréatique, baisse de 2 à 4 mètres selon les années, rien que par les pompages agricoles, donc c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est extrêmement régulier, c'est tous les ans au printemps. Donc on a des assèchements qui sont cycliques. Et on a suivi certaines zones humides, on a pu avoir des relevés, les suivre dans le temps, donc avec des relevés qui commençaient dans les années début des années 80, fin des années 70, et avec des relevés intermédiaires en fin des années 80, début des années 90, où on voyait que finalement la communauté d'invertébrés dérivait vers un système, une communauté qui était plus caractéristique d'eau stagnante. Donc ça, c'est des processus d'atterrissement naturel. Ces zones humides, en fait, c'est des systèmes qui sont dynamiques, qui sont par définition pas stables, qui vont complètement bouger. Et le stade ultime d'une zone humide, c'est devenir un milieu terrestre, c'est l'atterrissement. Sauf si on modifie les conditions, bien sûr, en termes de connexion. Et ce qu'on s'est aperçu dans ces suivis, c'est que dans ces années-là, 87-90, là, ici, vous avez à côté un indice de précipitation standardisé. Donc, en fait, c'est une modélisation du climat, de l'évolution climatique. Donc, un des paramètres que l'on peut ressortir de modélisation climatique, qui sont ces indices qui indiquent, en fait, un degré de pluviométrie, on va dire, par rapport à un modèle théorique. On s'aperçoit que dans ces années 87-90, vous voyez, on a beaucoup de jaune, de rouge, qui correspond, en fait, à des années extrêmement sèches. Donc avec des assèchements extrêmement prononcés. Et finalement, ces assèchements, il semble avoir complètement modifié la trajectoire évolutive du système. Donc on passait de 80 à 90 vers une trajectoire caractéristique d'atterrissement. Et cette extrême succession d'années sèches a complètement bouleversé, modifié la trajectoire du système, jusqu'à avoir une communauté finalement qui est actuellement extrêmement différente de celle qu'elle pouvait être ou celle qu'on s'attendait à ce qu'elle soit au vu de la trajectoire initiale. Donc ça, c'est un petit peu ce que je représentais par cet état de ce qu'on appelle la théorie des états stables alternatifs. Donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec le système d'équilibre à l'équilibre. Donc là, en fait, on peut supposer que dans une première phase, dans le temps, on a un système qui a l'équilibre, qui a une bonne résilience. C'est-à-dire, une résilience, c'est pas la stabilité. C'est même presque l'inverse de la stabilité. C'est-à-dire que le système va fluctuer, mais va fluctuer autour d'une valeur moyenne que Alain présentait comme l'état stable. Donc on a une fluctuation qui est naturelle, qui est liée aux variations climatiques, habitat, à tout un tas de facteurs. Mais la communauté est capable, finalement, elle va pouvoir évoluer, mais revenir à un état plus ou moins stable, et elle va tourner autour de cet état un petit peu moyen. Puis un changement de régime va pouvoir, donc lié à une perturbation, par exemple, on va basculer finalement d'un régime vers un autre, qui sera à son tour, qui aura sa propre dynamique, sa propre stabilité. Donc c'est un petit peu l'effet de toutes les perturbations, c'est que si la perturbation est faible, on a un retour à l'état initial. Par contre, si la perturbation est trop forte, on va avoir un basculement du système vers un autre type de système qui aura sa propre dynamique, qui ne sera pas forcément la même.
sachant que le retour, ce qu'on appelle l'hystérésis, est quasiment impossible, en tout cas pour un écosystème naturel. Alors, finalement aussi, une des choses qu'on a pu voir, c'est que finalement, cette diversité d'habitat, elle n'était pas cette diversité géomorphologique, elle permettait finalement un apport positif en termes de biodiversité. Je m'explique. Si vous regardez ici ces courbes qui sont des courbes d'accumulation d'espèces, on va dire, c'est des courbes théoriques de nombre d'espèces, donc vous avez les espèces en abscisse, en ordonnée. Vous voyez que si on prend 1, 2 ou 3 habitats, donc ce sont les courbes en pointillé ou en continu, on va avoir un écart, on va avoir une augmentation de la richesse, que ce soit avant étiage, pendant l'étiage ou même après l'étiage, si on prend la moyenne annuelle complète. Donc c'est ce que j'ai représenté par ce petit delta 1, qui est ici de 10 espèces, donc c'est 25% des espèces, qui vont être liées à cette hétérogénéité de systèmes géomorphologiques. Donc on va avoir également, donc pendant l'étiage, c'est ce que j'ai appelé le delta 2, qui va être la variabilité des espèces, qui va être liée à l'étiage. Donc c'est finalement, si vous prenez ces communautés, alors là c'est les communautés de crustacés, donc on va avoir un effet positif finalement de l'étiage, puisqu'on a des espèces en moyenne annuelle qui sont supérieures au nombre d'espèces pré-étiage. Ça, c'est lié à l'apport. Je vous ai dit tout à l'heure que certaines espèces n'apparaissaient qu'après un étiage, des espèces qui étaient spécialisées dans la résistance aux assèchements, et donc ces espèces ne vont vivre que dans des systèmes qui s'assèchent. Si on supprime les assèchements, ces espèces disparaissent. Donc on a aussi un gain, finalement, en termes de biodiversité, lié à l'hétérogénéité des réponses. Et là, deuxième cas de figure, donc ce sont ces fameux insectes qui ont des adultes émergents. Donc là, finalement, si on regarde avant étiage ou pendant étiage, on n'a pas d'effet. C'est-à-dire que l'étiage, finalement, a très peu d'effet sur ces espèces, ce que je vous expliquais tout à l'heure, puisque leurs adultes vont émerger, donc on ne va pas avoir disparition de ces espèces. Et par contre, on va avoir, en moyenne annuelle, ces espèces vont revenir coloniser sous forme de larves à la fin de l'été. Et donc, elles vont être beaucoup plus sensibles. Et finalement, comme elles sont moins sensibles à l'étiage, on a un apport de l'étiage en termes de biodiversité qui est beaucoup plus faible. C'est-à-dire que quel que soit le type d'habitat, on a grosso modo une diversité assez similaire. Alors, juste pour résumer un petit peu les résultats de cette étude, et ce qu'on a montré, c'est que les modalités d'assèchement sont plus importantes finalement que l'assèchement lui-même. C'est si on a des zones humides courantes qui s'assèchent ou des zones humides qui sont alimentées par des eaux souterraines ou qui forment des vasques, on va avoir des réponses extrêmement différentes en termes donc à l'assèchement. Donc on va avoir un rôle de la géomorphologie et un rôle bien sûr de l'hydrologie dans l'explication de ces variations. On a également montré que les conséquences sur les écosystèmes et les capacités de résilience, de restauration du système différaient fortement en fonction des organismes. On a vu le cas, par exemple, des micro-organismes, des crustacés ou des insectes qui ont des réponses très différentes et aussi donc, à l'étiage et en termes de résilience. Là encore, la géomorphologie va contraindre ces réponses. Donc il est important, du coup, dans un projet de restauration de restaurer, renaturer, oui, mais alors pour quel type d'organisme, puisque selon les actions que l'on va faire, on va favoriser tel ou tel groupe. On a également pu montrer que la diversité des habitats, cette fois-ci, donc à l'échelle de la région, à l'échelle d'un bassin versant, on va avoir justement ces différentes modalités d'assèchement, ces différentes géomorphologies. Finalement, on va augmenter globalement la richesse. Alors localement, à l'échelle de la station, on ne va pas l'augmenter, mais par contre, si on prend l'ensemble de nos stations, le nombre d'espèces potentielles liées à cette hétérogénéité d'habitat va augmenter à deux conditions. C'est tout d'abord que les habitats soient liés les uns aux autres, qu'il puisse y avoir un échange d'espèces entre les différents habitats, et qu'il y ait des zones réservoirs. C'est-à-dire que restaurer, par exemple, un bassin versant, si on n'a pas localement sur place des sites naturels ou suffisamment riches qui vont permettre de réalimenter en espèces les sites restaurés et dégradés, ça ne sert à rien. On ne va pas inventer les espèces, ce n'est pas de la génération spontanée en milieu aquatique. Il va falloir des zones réservoirs et il faut que ces zones réservoirs, bien sûr, elles soient connectées aux sites restaurés. Et enfin,
je vous ai montré sur les dernières diapositives que ces processus de perturbation avaient aussi un effet à long terme. On en a parlé déjà tout à l'heure pour l'aspect sédimentologie, où on va avoir, sédimentaire, on va avoir l'histoire du milieu est extrêmement importante. Finalement, là aussi, puisque une perturbation qui va être relativement ancienne, l'écosystème va s'adapter, on va avoir l'apparition avec le temps d'espèces qui tolèrent cette perturbation. Et donc, enlever cette perturbation, c'est aussi enlever ces espèces. Donc, il faut bien faire attention, je pense, à est-ce bien raisonnable de restaurer un milieu, et notamment, est-ce qu'un milieu dégradé depuis très très longtemps, qui a pu mettre en place ce type d'adaptation, puisque on en a parlé tout à l'heure, on va tendre vers un système qui peut être plus stable après perturbation. Enlever cette perturbation, c'est aussi complètement redéstabiliser ce système, et on ne sait pas très bien vers quoi ça va attendre. On a vu que les trajectoires avant-après assèchement, elles pouvaient être extrêmement différentes, et que le retour à l'état initial était loin d'être garanti. Pour les crustacés, par exemple, c'est très rarement le cas. Voilà. Donc, juste pour les ateliers de cet après-midi, je vais vous citer un projet, donc vous l'avez dans vos diapositives, sur un projet européen que je trouve extrêmement intéressant. C'est un consortium qui travaille sur la restauration des rivières, qui fait un petit peu à la fois une veille scientifique avec des analyses un petit peu à l'échelle européenne de l'efficacité des systèmes de restauration, et qui aussi propose un certain nombre d'outils à la fois pour sélectionner les bons outils de restauration, et également pour la restauration, mais également pour le suivi de l'efficacité de la restauration, puisque malheureusement la plupart des études de restauration sont très peu suivies, on vérifie rarement l'efficacité de cette restauration, et bien souvent faute d'outils. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est que souvent on n'a pas les outils pour bien suivre, ou pas les moyens pour faire des suivis à plus long terme. On s'arrête à 1 an ou 2 après la restauration, ce qui est souvent pas assez long pour pouvoir vraiment caractériser l'efficacité ou pas de cette restauration. Voilà. Moi, j'avais une question concernant les schémas justement de la diversité des espèces selon les différentes zones humides. Non, encore avant, pendant, après. Voilà. Vous l'avez peut-être dit, mais j'ai peut-être pas écouté à ce moment-là. Mais pour chaque communauté, c'est des espèces différentes ou c'est les mêmes espèces, parce qu'il y a peut-être des espèces qui sont plus adaptées justement à un assèchement. Oui, c'est ça, oui. Non, en fait, justement, l'habitat étant différent, on va avoir un état initial qui n'est pas le même. Oui, les communautés, en tout cas pour ce qui concerne les bactéries et les champignons, c'est clair. Les communautés bactériennes et fongiques avant assèchement, donc les T1, ne sont pas les mêmes que l'on soit en eau courante ou que l'on soit en eau souterraine, notamment parce que ces systèmes s'assèchent tous les ans depuis des années. Donc je vous ai dit, les trajectoires en fait, la trajectoire, si on prend le cas du premier dans l'eau courante, la trajectoire de la communauté change après l'assèchement. Et ça, chaque année, on va avoir cette perturbation. Donc en fait, on a une trajectoire qui va évoluer, qui évolue de T1 à T3, mais dans un sens qu'on ne maîtrise pas. Et l'année d'après, ça va recommencer. On va partir de T3, c'était l'état après l'assèchement de l'année N-1. Et on va repartir de T3, on ne va pas revenir à T3, on va aller vers un T4, T5. Et on a une accumulation comme ça de perturbations, ce qui fait que ces communautés évoluent, mais pas dans la même direction. Dans les communautés, on va dire, qui forment des mouilles isolées et des mouilles connectées aux eaux souterraines, vu qu'on a une résilience qui est relativement bonne, finalement, on peut supposer que l'année d'après, on va avoir des communautés qui sont relativement semblables. Parce qu'il y a une restauration, donc on retourne à un état à peu près initial. Donc là, on va avoir des communautés semblables, mais non, dans les eaux courantes, les communautés sont très différentes parce qu'elles sont influencées par cette succession de perturbations temporelles et elles évoluent sur des trajectoires aléatoires. Parce qu'à ce niveau-là, il y a tellement de facteurs qui peuvent contrôler ces trajectoires-là qu'on ne peut pas du tout les prédire.
on peut pas savoir, donc on en est encore très 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 loin de pouvoir estimer. Par contre, pour les communautés de crustacés, là on a des choses qui sont relativement similaires. Quand on a là encore donc on a un retour à l'état initial, donc là ça bouge pas trop dans le temps. Par contre, là vous voyez que là aussi ça dérive complètement d'une année à l'autre en fonction de l'assèchement. Et donc chaque année on va avoir une dérive dans un sens ou dans un autre. Qui peut être lié une année à la température parce qu'on a une année extrêmement chaude. L'année d'après, c'est à des pesticides parce qu'on est aussi en zone agricole qui s'accumulent et donc on peut avoir des problèmes de relargage de composés secondaires ou de relargage de phosphore du sédiment, etc. Enfin, c'est multifactoriel. Donc ça, on peut pas prédire du coup l'évolution du. Et alors j'avais juste une autre petite question en termes de gestion, si on est capable de caractériser, enfin de différencier une zone humide entre eau courante, alimentation souterraine et mouille isolée, est-ce qu'on pourrait préconiser certaines méthodes de restauration? Enfin, est-ce qu'il faut restaurer en fonction de la diversité justement des espèces qu'on peut constater d'évolution? Est-ce qu'il y aurait des... Il y a deux choses, c'est que du coup effectivement, vu que les facteurs impliqués ne sont pas les mêmes, la restauration ne doit pas être la même. Une zone humide courante qui est connectée en permanence au cours d'eau, il suffit peut-être d'agrandir un petit peu la connexion ou de l'approfondir pour maintenir un niveau d'eau plus important que ce qu'il est. Alors que si une mouille isolée, si elle est alimentée par les eaux souterraines, pas grand-chose à faire. On peut éventuellement la recreuser peut-être pour augmenter là encore l'alimentation. Au contraire, dans une mouille isolée qui est colmatée, qui n'échange plus avec les eaux souterraines, là typiquement le recreusement peut être beaucoup plus intéressant parce qu'on va retomber de ce cas de figure-là à celui-ci avec donc effectivement ça. Mais l'idée aussi, c'est de dire que d'avoir les trois systèmes, des mouilles isolées, des mouilles alimentées par des eaux souterraines et des eaux courantes à l'échelle d'un bassin versant, ça favorise la diversité à l'échelle de ce bassin versant. Donc finalement, avoir des systèmes perturbés type mouille isolée, c'est pas forcément si mal. Donc quand on restaure, l'idée c'est de dire, voilà, à l'échelle de mon bassin versant, quelles sont les zones dégradées, les zones qui ne le sont pas. Et parmi les zones dégradées, est-ce qu'il y en a qui abritent une communauté d'espèces caractéristiques que je risque de perdre si je la restaure? Une zone dégradée parce qu'il y a un seuil, etc., mais qui forme un plan d'eau plutôt stagnant, qui va s'être adapté avec le temps, qui va héberger une communauté d'odonates ou de choses comme ça caractéristiques de ces plants. Si on fait sauter le seuil, on fait aussi sauter ces espèces-là. Donc après, c'est un choix, c'est une discussion à avoir avec les gestionnaires, avec les acteurs locaux, etc., pour décider la cible de cette restauration. Voilà, si c'est maintenir une diversité à l'échelle régionale, vaut mieux pas tout restaurer. Maintenant, si c'est pour restaurer une connectivité d'un barrage pour que des poissons puissent remonter, par exemple, c'est vraiment des... Mais la restauration pour les invertébrés, pour les poissons, pour les plantes, ne sera pas la même. Et l'efficacité ne sera pas la même. Les outils non plus. Donc voilà, tout est... Après, on peut faire plusieurs groupes en même temps. Il y a des choses qui sont redondantes. Il y a des choses qui le sont moins, notamment... ce qu'on montrait dans le projet réforme, c'est que globalement, l'efficacité de la restauration pour les invertébrés est extrêmement faible de manière générale parce que dans 90% des cas, l'objectif cible, c'est le poisson. Donc on va restaurer des connexions amont-aval. Alors que là, les invertébrés, ils s'en moquent de ça. Ils ont une échelle de perception qui est beaucoup plus faible que le poisson. Et ce qui va influencer les invertébrés, ça va être l'hétérogénéité plutôt que la connectivité. Donc voilà, c'est en fonction des objectifs, voilà, c'est des choses à discuter et à trancher. Mais il faut savoir que ces systèmes, voilà, l'habitat va jouer un rôle important dans la restauration et dans l'efficacité de la restauration, et que cette efficacité, elle va être groupe dépendante aussi. Et qu'il y a en plus de ça une troisième couche qui est la temporalité, où un site qui est perturbé de façon très ancienne a pu évoluer vers un autre état stable, différent de celui initial. Donc on est là, on a évolué vers un système stable à nouveau, sachant que si on enlève cet obstacle, par exemple avec Coulmont, cet état stable va évoluer à son tour vers autre chose. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas forcément capable de prédire, nous aussi d'un point de vue écologie, on n'est pas capable de prédire vers quoi il va évoluer. Sachant que le retour à l'état initial est peu probable aussi.
Donc voilà, c'est aussi des choses qu'il faut avoir en tête quand on réfléchit à ces outils de restauration, c'est qu'est-ce qu'on veut in fine, et sachant qu'on a très peu d'outils, on n'a pas d'outils analytiques, de modélisation qui nous permettent de dire comment ça va bouger. On peut prédire des choses, on peut espérer avec des grandes règles générales en sédiment ou sur l'hydraulique, etc. On peut dire voilà, ça devrait aller vers là, mais c'est des systèmes qui vont être instables et qui vont retrouver une certaine stabilité, mais sous une forme qui est pas prévisible, malheureusement. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que finalement laisser le système retrouver un fonctionnement, une stabilité naturelle qu'il aurait lui-même trouvé, c'est peut-être mieux que de laisser dans une situation dégradée telle qu'il est. Voilà, tout ça, c'est des questions qu'il faut poser localement avec les acteurs locaux. En fait, c'est pas des choses qui peuvent être décidées au niveau national, par exemple, ou autre. C'est comme le bon état écologique. Hein. Enfin, moi, en tant qu'écologue, me demandez pas une définition de bon état écologique. Donc voilà, on sait toujours pas trop ce que c'est. Donc Du coup, ça pose la question de comment on évalue justement ces indicateurs biologiques et l'efficacité des opérations de restauration. Puisque on voit que ces communautés bougent, évoluent énormément sous l'effet de tout un tas de facteurs externes qui peut se faire à l'échelle d'une saison, de quelques jours, quelques semaines. Nous, on a, justement, pour évaluer le bon état écologique, on a des indicateurs. Après, je suis consciente qu'il faut des indicateurs plus fins sur des opérations de restauration précises. Mais on se heurte toujours à la même difficulté. Qu'est-ce qui dit que voilà, l'opération de restauration est bonne pour les communautés biologiques? Ça, c'est le gros problème, et le projet réforme le met clairement en avant, parce que c'est un problème qu'on a à l'échelle européenne et même mondiale. On n'est pas capable à l'heure actuelle de modéliser l'évolution des écosystèmes en réponse à une perturbation. Alors d'un point de vue extrêmement local, en fonction de caractéristiques, avec des acteurs qui connaissent très bien leur cours d'eau, on peut discuter, et sur une station, un petit cours d'eau, etc., on peut arriver à quand même plutôt bien, pas forcément savoir précisément où ça va aller, mais dire que ça va être mieux ou moins bien. On peut quand même avoir des éléments qui sont quand même robustes. Après, l'évaluation de l'efficacité de restauration, elle dépend avant tout des objectifs de la restauration. C'est-à-dire que si c'est un objectif d'atteindre le bon état, alors le bon état, comment on le caractérise? Donc il y a un certain nombre d'éléments de préconisation qui sont donnés. On peut répondre à ces critères-là, ça peut être envisageable. Maintenant, est-ce que ces critères-là sont les bons? C'est extrêmement subjectif. Un invertébriste comme moi va pas avoir la même définition qu'un quelqu'un qui travaille sur les poissons, que quelqu'un qui travaille sur les plantes. Le bon état, c'est vraiment très subjectif. Donc si le bon état, c'est augmenter la richesse, je vous l'ai montré que dans certains cas, il vaut mieux laisser la perturbation en place. Si le bon état, c'est le fonctionnement des écosystèmes, alors maintenant, quel type de fonctionnement? Parce qu'on peut favoriser un fonctionnement type dégradation de matière organique, recyclage de matière organique, mais celui-là, il va être antagoniste avec un autre type de fonctionnement qui est la production primaire. Enfin, donc... Oui, mais la résilience, ça va dépendre des groupes considérés. Donc si on veut avoir le bon état pour les poissons, ce ne sera pas forcément le bon état pour les invertébrés. Donc il y a... Voilà, alors je pose qu'à l'échelle européenne et nationale, il y a cette réflexion, elle s'engage. Il y a des choix qui vont être faits. Il y a déjà la définition de station de référence, où on peut supposer que le bon état, c'est ça, et que ça devrait ressembler à ça. Mais encore, comme on l'a montré juste avant, ces stations de référence, elles sont assez subjectives. Elles ont été définies sur des critères
sur des visions très peut-être parcellaires du système. Un système peu dynamique ou un système très courant. Alors c'est vrai que la petite rivière, le petit ruisseau avec des galets, du courant, etc., c'est joli et c'est plus agréable qu'une rivière qui fait des méandres et qui est pas... Mais est-ce que elle est forcément en mauvais état, cette rivière qui fait des méandres? Ça, on a un gros travail. Et finalement, comme bien souvent, la recherche, elle est beaucoup plus lente que les politiques. Et que les politiques se sont emparés de ce concept et l'ont mis en avant, ont donné des directives sans qu'on ait les outils derrière pour l'évaluer. Donc ça, c'est... Mais bon, on essaye de rattraper le retard. Alors ça va, là, parce que la date butoir de la DCE augmente sans arrêt. Donc plus ça va, plus on aura des outils pour les caractériser. Mais voilà. Mais, et ça, c'est un problème partout. Il y a pas, on n'a pas de... C'est tellement multifactoriel, il y a tellement de facteurs impliqués dans un écosystème, facteurs physico-chimiques, physiques, l'habitat, le sédiment, les eaux souterraines. Enfin, c'est extrêmement complexe. Milieu perturbé, est-ce qu'il vaut mieux pas un système qui va avec une bonne, j'en reviens toujours à la notion de résilience, donc à une espèce d'état d'équilibre que le milieu a réussi à trouver. Voilà, avoir un système qui a une bonne résilience plutôt que la petite rivière avec les galets qu'on sait qu'on va avoir du mal à atteindre, quoi. Donc aussi l'aspect réaliste en termes de coûts, en personnel et en financier. On ne peut pas restaurer tous les systèmes. Donc il faut peut-être privilégier dans certains cas de garder ce qui marche pas trop mal, de le garder fonctionnel. Et puis là, quand c'est gérable facilement à moindre coût, de travailler sur des systèmes, oui, mais tout ne sera pas restaurable. Ça c'est clair.